S'il y a bien un domaine numéro un auquel il faut s'intéresser dans sa ferme, c'est l'alimentation. C'est une des raisons pour participer à la journée du 4 décembre, l'Agri-Sommet à Libramont. Donc voilà, je suis technicien conseiller de gestion au service technico-économique de Eliveo. Nous nous occupons de la tenue de comptabilité de gestion, puis nous faisons assez bien d'encadrement des éleveurs, que ce soit de l'encadrement technique, économique, mais aussi administratif. Au niveau technique, il y a tout ce qui concerne l'alimentation notamment et le calcul des rations. L'autonomie alimentaire, c'est un concept parmi d'autres qui peut être utilisé d'un point de vue technico-économique, mais qui doit être mis en lien avec d'autres indicateurs comptables. Dire que l'autonomie est un mythe, c'est peut-être exagéré. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas toujours se focaliser sur simplement le critère de l'autonomie. Il faut mettre ça dans un contexte global de la situation de l'exploitation, de ses forces, de ses faiblesses et de ses possibilités. Donc l'alimentation, ça représente quand même un poste important dans les coûts d'une ferme bovine et laitière en particulier. Grosso modo, c'est 60 à 65% des coûts annuels d'une exploitation qui sont concernés par les achats d'aliments, mais aussi la production des fourrages de l'exploitation. Il importe de bien connaître ce dont on dispose tant en quantité qu'en qualité pour pouvoir bien valoriser ceux-ci et à faire les achats les plus adéquats pour compléter ce dont on a besoin. Bien connaître ce dont on dispose sur l'exploitation, tant en termes de quantité que de qualité. Faire les achats adéquats par rapport à ce dont on a besoin, dans le sens où à un moment donné, si on manque vraiment de fourrage, il faut un minimum de structure pour remplir et faire ruminer les animaux. Connaître les valeurs alimentaires de ces aliments permet de savoir si on doit acheter plutôt de l'énergie, de la protéine ou les deux. Encore une fois, plus que jamais, le management des animaux est important parce que on va probablement vivre un hiver avec une alimentation très très chère. Plus que jamais, il est temps de donner cette alimentation à des animaux qui le méritent. Une des premières étapes, cuber les silos, compter les balles qui sont disponibles, ça peut paraître simple, mais c'est important. Il faut aussi faire l'inventaire du cheptel à nourrir durant l'hiver et l'évolution de celui-ci, pour au final savoir ce qui est disponible en quantité de matière sèche par UGB par jour d'hiver. Avec l'aide des analyses de fourrage, calculer des rations qui tiennent compte et des quantités de fourrage disponibles et de la qualité de ceux-ci, et voir ce qui est nécessaire ou non pour corriger les carences ou excès en énergie ou en protéines. Oui, donc c'est important d'avoir une ligne de conduite pour l'hiver et savoir comment on nourrit ces animaux. C'est aussi important de faire sa ration, de calculer sa ration tôt assez pour justement prévoir les achats les plus opportuns. Il restera toute l'observation des animaux, des réactions pour voir si des ajustements sont nécessaires. À cet effet, l'éleveur dispose de plusieurs outils qui peuvent l'aider, comme le contrôle laitier notamment. La météo est un facteur sur lequel on n'a pas de maîtrise. À un moment donné, c'est impossible en tant qu'éleveur d'avoir des certitudes sur tout. On peut avoir une certaine attitude proactive, dans le sens il ne faut peut-être pas attendre de se retrouver le 1er décembre pour faire l'état des stocks et constater qu'il manque. Par exemple, comme cette année-ci, le fait de faire le point fin juillet, début août permettait un peu de voir ce à quoi on pouvait s'attendre comme manque de fourrage, ce qu'on pouvait espérer raisonnablement combler par les récoltes tardives, prévoir les achats. Parce que notamment dans les achats de fourrage, attendre la dernière minute n'est pas souvent le bon plan. On reçoit alors à ce moment-là ce que les autres n'ont pas voulu. Donc le coût des fourrages est souvent problématique parce que les prix des fourrages sont assez fluctuants. Lorsqu'on réfléchit en termes d'autonomie alimentaire, viser d'abord une autonomie en fourrage est sans doute intéressant. Donc dû à la variabilité des fourrages en termes de coût, mais surtout en termes de qualité. Des années comme celle-ci, où il y a un manque de fourrage global assez important,
Beaucoup d'éleveurs se retrouvent face à la presque obligation de devoir acheter du fourrage de faible qualité à des prix trop élevés. Le conseil en termes de manque de fourrage, il n'est pas miraculeux. À un moment donné, s'il manque, il faut acheter. Plus que jamais, il faut avoir une attitude proactive au niveau de ce troupeau. Bien réfléchir, est-ce que tous mes animaux ont leur place, ont toujours leur place chez moi? Est-ce que ça vaut la peine que j'achète X tonnes de maïs pour nourrir une dizaine de vaches en fait de lactation qui n'ont plus d'avenir? À ce niveau-là, plus que jamais, le management est important. On peut aider l'éleveur à faire les choix. Le choix sera toujours fait par l'éleveur lui-même. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles, informatiques notamment, via les programmes de gestion de troupeaux, qui permettent de faire des tris en fonction du statut de gestation des animaux, couplé avec la production. Mais bien souvent, un regard extérieur aide l'éleveur à faire le tri et à mettre en place une certaine méthodologie pour voir quels sont les animaux les plus rentables ou pas. Oui, définir une stratégie avec l'éleveur et souvent aussi faire le tri dans les idées avec l'éleveur. Parce que bon, on a quand même des éleveurs qui sont compétents, qui connaissent leur métier, mais parfois simplement une discussion ou un regard extérieur permet un peu de faire le tri et de voir là où on doit mettre plus d'importance sur tel critère par rapport à tel autre. Donc à ce niveau-là, on peut aider les éleveurs. Oui, tout à fait, y voir plus clair et aussi peut-être bien valoriser ou utiliser les différents documents qui sont à sa disposition, que ce soit la comptabilité, les résultats du contrôle laitier, les bilans génétiques, etc. Car il y a non seulement le document en lui-même, mais en tant que technicien, nous avons l'avantage de pouvoir plus facilement croiser les infos par rapport aux résultats des autres agriculteurs et pouvoir clairement identifier là où il y a de la marge de progression ou pas. Parmi les indicateurs concernant l'alimentation, on pourra en citer 3. Il y a notamment le coût de l'alimentation par 100 litres de lait qui peut s'obtenir dans la comptabilité en sommant simplement les achats d'aliments, les frais variables, les frais fixes de superficie fourragère. En général, ce coût total de l'alimentation tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros par 100 litres de lait. Un autre concept très intéressant que nous développons dans les comptabilités et les VO, c'est le principe de l'efficience, ou autrement dit un calcul du pourcentage des besoins des animaux couverts par les superficies fourragères de la ferme. Et c'est un indice qui peut également être couplé avec un troisième chiffre qui est le coût par hectare de superficie fourragère et qui permet justement de bien vérifier l'adéquation entre valorisation de mes superficies et coût de celle-ci. Donc une des forces du STE, c'est la neutralité par rapport à l'absence d'intérêt financier par rapport à des achats d'aliments que l'éleveur doit acheter ou pas. On n'en aura rien de plus ni de moins. Donc ça, c'est un élément. Et alors l'autre élément, c'est aussi le lien avec l'économie, quoi. Donc dans le sens où ça fait partie des difficultés, mais aussi des avantages du métier. C'est le l'économie dans le sens où on ne peut pas être schizophrène et à un moment donné calculer une ration qui coûterait très cher, puis revenir quelques mois après avec la comptabilité de l'éleveur et lui dire attention, tes achats d'aliments sont élevés. Tout est une question d'équilibre dans une ferme, mais aussi et ça c'est un mot hyper important pour moi, de cohérence. Si par exemple l'éleveur vient faire des investissements élevés, avec des charges d'amortissement ou en pratique des charges de remboursement élevées, à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Il faut que l'argent rentre et il faut produire. Ça ne veut pas dire produire à n'importe quel prix, mais ça veut dire que la priorité, c'est produire. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut peut-être faire un niveau de ration un peu plus élevé, garder un peu plus d'animaux, etc. À l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup de surface fourragère par rapport au troupeau, le premier objectif, ça va être valoriser les fourrages. Donc, mais il faut en tout cas être cohérent, ça c'est très important. Oui, donc il y a des lignes directrices qui sont pareilles partout.
Une vache reste une vache qui doit ruminer quelle que soit la région dans laquelle elle est élevée. Maintenant, les différences entre régions viennent surtout des caractéristiques des terrains. Dans beaucoup de régions en Wallonie, on est région magère liégeoise, on est en pâturage obligé parce que les sols ne sont pas profonds assez que pour faire de la culture. Donc c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité dans le sens où pâturage bois et conduit, c'est quand même une source importante de protéines. Cet aspect terrain est souvent une grosse différence entre les régions agricoles, même en Wallonie. L'autonomie alimentaire, on en parle beaucoup depuis plusieurs années. Un des avantages qu'on a au service technico-économique de Eleveo, c'est d'approcher ou de chiffrer cette autonomie de façon indirecte au travers du concept de l'efficience, qui est calculé sur base énergétique, qui permet de faire la balance entre les besoins des animaux et ce que, d'après ma conduite et des animaux et des surfaces, je valorise moi-même. Maintenant, à l'avenir, nous participons notamment à des projets comme Autoprot qui permettent d'avoir ce même type de calcul sur d'autres critères, notamment sur la protéine, qui, dans une série d'exploitations, est un facteur limitant aujourd'hui. Un projet comme Autoprot, c'est un projet Interreg, donc, dans lequel nous sommes regroupés avec des partenaires qui viennent du Grand-Duché de Luxembourg, de France et d'Allemagne. Les échanges permettent de partager les points de vue, de partager parfois des méthodes de travail ou des méthodes de calcul qui sont différentes et aussi d'échanger sur des pratiques qui ne sont pas toujours les mêmes que ce qu'on fait dans notre région. Ce genre de projet est un peu un moteur pour nous dans le sens où ça nous incite à, par exemple, appliquer des calculs qui sont faits ailleurs chez nous pour voir par rapport à des résultats moyens qui sont présentés dans d'autres régions où nous situons-nous. Est-ce que tel problème qui est un problème pour les éleveurs luxembourgeois, allemands ou français est le même chez nous, plus ou moins fort, et voir s'il n'y a pas des pistes de solutions à aller chercher ailleurs. Donc quand on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'alimentation. L'alimentation, c'est les pratiques quotidiennes des éleveurs, une à plusieurs fois par jour. Et c'est le poste le plus important dans ses coûts, c'est 60% des coûts. Il y a bien un domaine numéro 1 auquel il faut s'intéresser dans sa ferme, c'est l'alimentation. C'est une des raisons pour participer à la journée du 4 décembre, l'Agri-Sommet à Livramont.